savez, Clarence, je constate qu'aux États-Unis, c'est l'haïtianisation de la politique. Ah oui. J'espère qu'en Haïti, ce sera l'américanisation du bon vieux temps de la démocratie en Haïti. Alors, vous qui êtes dans le pays, quels sont des projets, quelles sont des idées que vous avez, des idées précises pour commencer avec votre campagne politique comme président? Alors d'abord, je crois que j'insiste sur la jeunesse. Oui, Je crois qu'un pays ne peut avoir d'avenir que si ce pays il investit n'y a aucun doute. dans la jeunesse. Donc il faut investir dans la jeunesse pour porter les jeunes à rester dans leur pays, à aimer leur pays, à s'aimer aussi entre eux, parce que nous ne nous aimons pas dans ce pays. Oui, j'ai aimé cette phrase. Nous ne nous aimons Nous pas. ne nous aimons pas. Mais Non. ça date de quelque temps. Hein, Voilà, ça. voilà. Donc si on forme les jeunes à l'école, dans les professions, etc., à l'université, porter les jeunes à réfléchir sur les problèmes du pays, et qu'eux-mêmes ils apportent aussi des solutions, donc ils sont beaucoup plus intéressés. Et surtout, qu'en formant ces jeunes, ils sont formés dans l'idée de ne pas faire ce que les aînés avant eux ont fait, ce qui était négatif. Il y a beaucoup de choses de positives qui ont été faites aussi par d'autres aînés avant nous. Mais je me souviens, pas forcément de juste mémoire, de cette phrase qui a été prononcée par un ancien sénateur haïtien qui avait fait l'exil sur les Duvaliers, qui, en revenant en Haïti dans les années 90, je l'ai rencontré, j'ai fait une interview avec lui, il m'a dit, Clarence, vous savez, dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, c'est un pays foutu. Alors là, cette phrase, j'ai l'impression, m'a poussé aussi dans la politique, quelque part, parce que j'ai tellement entendu de gens parler à la radio, mais qui véhiculent la haine, la vengeance, les meurtres, etc., les accusations parfois fausses contre des personnes. Je me dis, mais il faut un réveil, que les personnes qui sont moins intéressées à la politique par peur de l'exil, de l'emprisonnement, etc., s'investissent, se mouillent, comme dit un ami, dans la politique aussi, pour que les choses puissent changer dans ce pays. Alors, les idées sont quoi? Investir dans la jeunesse, former les jeunes, etc. Maintenant, la paysannerie haïtienne qui est abandonnée. Aujourd'hui, l'agriculture en Haïti, nous n'avons plus rien dans l'agriculture. Nous mangeons sur nos tables en Haïti, 60-65% de ce que nous mangeons provient de la République dominicaine particulièrement, ou des États-Unis ou ailleurs. Alors que dans un certain temps, moi je lis dans les livres que nous étions presque à un niveau d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Haïti. Il y a partout de mon temps, voilà, jusqu'aux années 50. Voilà, l'Artibonite produisait suffisamment de riz pour la population. La Grand'Anse fournissait des vivres alimentaires, etc. Donc l'Haïtien pouvait manger haïtien. Aujourd'hui, nous avons perdu ce goût. Mais vous ne pensez pas aussi que c'est la faute de l'international? La faute de l'international avec la complicité des Haïtiens aussi. Exactement. Et la complicité, et c'est ce qui se passe actuellement, la complicité des Haïtiens continue. Ouais. Donc il faut remettre les Haïtiens au travail, il faut les remettre au travail. Et si nous regardons ce qui se passe, je prends ces 3 points-là, si nous regardons ce qui se passe dans la Caraïbe aujourd'hui, l'Europe connaît des difficultés avec le terrorisme. Mais les touristes ont besoin de vacances, etc. La Caraïbe représente une destination touristique extrêmement intéressante qui donne beaucoup d'argent à la République dominicaine, à Cuba, à la Jamaïque, aux Bahamas, etc. Mais nous, Haïti était, jusque dans la fin des années 70-80, la destination touristique. Est-ce que vous savez que j'étais attaché à la direction, à l'Office national du tourisme en 1953, sous ma gloire. Et la République dominicaine faisait de la réclame pour Haïti. Ah bon? Parce qu'ils n'avaient pas assez de monde qui venaient chez eux. Alors, ils parlaient d'Haïti, de la citadelle et de tout cela, et de passer en République dominicaine d'abord pour aller en Haïti. Maintenant, Haïti n'est même pas cité sur la carte. Non. Alors, justement, cette manne touristique, nous la laissons filer. Depuis longtemps. Parce que nous sommes dans une instabilité politique qui tue ce pays et les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'il y a quelques personnes qui profitent de cette instabilité au détriment de la grande majorité, donc on est là-dedans. Mais l'ironie de l'affaire, ils ont construit de nouveaux hôtels. Oui, qui sont vides. Ils sont vides. Les chambres sont vides, inoccupées. Parce que regardez sur la côte des Arcadins où il y a, par exemple, des investisseurs qui sont venus. Mais quand il y a beaucoup de désordre dans le pays et que les routes sont bloquées, les touristes ne viennent pas. Ouais. Donc il nous faut retrouver la stabilité politique. Moi je me bats pour ça. Je me dis qu'il faut une réconciliation politique pour amener les gens à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que la Valace, Tête Calée et les autres, les Duvalieristes, les anciens Macoutes, ne se mettent pas ensemble. Il faut une prise de conscience donc pour porter les gens à se mettre ensemble. Pourquoi ne pas inviter les leaders des différents partis ou bien les anciens candidats à la présidence à une rencontre
avec vous qui pourrait se faire en Haïti aux États-Unis? J'ai fait 2 tentatives déjà. En juillet 2015, j'étais candidat à la première tentative d'élection. J'ai dit, seul, je ne pourrais pas gagner. J'ai invité 40 candidats à la présidence pour leur dire, allons nous rencontrer ensemble. 40 candidats. Allons fondre nos projets ensemble et choisir entre nous celui qui peut mieux représenter ou avoir une chance de gagner. Niet, ils n'ont pas répondu. J'ai participé à cette affaire avec les protestants qui m'ont désigné comme leur candidat. Ils l'ont renversé après. Cette année encore, M. Fonbon, j'ai le plaisir d'annoncer au coin de Carle que j'ai fait une nouvelle tentative qui ne plaît pas à tout le monde, mais j'y crois. J'ai écrit une lettre aux anciens présidents vivants, 6 anciens présidents. Michel Martelly, par ordre, Michel Martelly, René Préval, Jean-Bertrand Aristide, Boniface Alexandre, et Mme Erta Pascal Trouillot, Prosper Avril. Je leur dis, je vous invite humblement à vous rencontrer pour monter un groupe de réflexion permanent sur Haïti. Quel est l'avantage de ceci? L'avantage est que les Haïtiens se diront, mais n'est-ce pas que les anciens présidents haïtiens maintenant commencent à se parler? Au lieu de se regarder en chaîne faïence et ne pas se parler, ou de se regarder en ennemi, chacun se barricade derrière sa maison avec des murs de 10 mètres de haut, etc. Maintenant, ils se parlent. Mais ça donne un signal au secteur des affaires, au secteur éducatif, au secteur politique pour dire, mais nous pouvons aussi nous mettre ensemble à réfléchir sur Haïti. Et si nous atteignons ça, cette réconciliation politique, ça va nous amener à une situation économique différente, justement, pour attirer vers nous les investisseurs étrangers, pour attirer aussi vers nous les touristes qui viendront chez nous, et pour permettre à cet investissement de créer de l'emploi pour les jeunes, pour les chômeurs qui sont en nombre excessif. 60-70% de la population active haïtienne est au chômage. Et ça peut déboucher sur une explosion. Si nous ne nous rendons pas compte de ça, si nous ne faisons pas rapidement quelque chose en urgence pour sauver cette situation, c'est un pays qui s'en va à la catastrophe. Vous aviez dit, vos parents ou votre père vous disaient qu'un pays ne meurt pas, mais il est visible que ce pays est sur une civière. Dites-moi ceci, nous parlons en français maintenant. En Haïti, j'ai l'impression que personne ne parle plus le français, que tout se fait en créole. Mais je vais vous dire 2 choses. Moi, j'aime bien mon créole, ça ne me gêne pas. Mais j'estime qu'au point de vue communication internationale, le français devrait avoir sa place. Ai-je raison? Est-ce qu'une interview... Vous avez parfaitement raison. Et je vais vous dire 2 choses en pensant à ça. En Haïti, quand vous parlez français, les gens vous disent « Ah, vous n'êtes pas du peuple. » Mais ce n'est pas vrai. Le peuple aussi doit monter. Moi, je suis du peuple. Mais vous ne pensez pas que vous êtes l'exception, que l'haïtien n'a pas une affinité pour le français, comme le dominicain l'a pour l'espagnol? Vous ne pensez pas que maintenant les langues dominantes en Haïti sont d'abord l'anglais et ensuite l'espagnol, et que le français est en dernier? Oui, le français perd du terrain, effectivement. Parce que le français n'est pas une langue facile, il faut l'admettre. Oui, mais aussi on l'a considéré comme une langue d'exclusion, de discrimination. Oui, et puis une langue de colon. De colon. Oui. Donc voilà, il y a tout un débat autour de ça. Mais 2 choses. La deuxième est que, vous savez que l'honnêteté en Haïti, ça ne paye pas. Et c'est ça qui est renversant aussi dans ce pays. Quand un homme est honnête en Haïti, on dit qu'il est imbécile. Celui qui est malhonnête, il est intelligent. Il est entré dans l'État en 3 mois, il s'est fait une richesse. Il s'est